Nous allons continuer avec le cours relatif à l'examen général du patient présentant une pathologie oculaire. Maintenant, nous allons considérer l'abdomen. La majorité des patients atteints d'anévrisme abdominal sont asymptomatiques. Ainsi, quand une douleur dorsale ou abdominale sévère est présente chez un patient avec des antécédents ou avec un diagnostic posé d'anévrisme de la aorte abdominale, on peut considérer cet événement comme une rupture d'anévrisme. Alors, les patients qui sont atteints d'ischémie mésentérique chronique rapportent le plus souvent une triade subtile faite de douleurs postprandiales, de perte de poids, de cytophobie, c'est-à-dire une peur de la nourriture. Alors, l'ischémie mésentérique aiguë provoque certainement une douleur diffuse. Et quand un patient présente une hypertension mal contrôlée associée à une altération de la fonction rénale, on peut penser à une sténose de l'artère rénale. Alors, la maladie occlusive aorto-iliaque peut se manifester par une claudication bilatérale de la hanche, de la fesse, une absence de pouls fémoraux et une impuissance sexuelle, le syndrome de Lewis. Alors, certains patients ayant subi une chirurgie aortique antérieure doivent, chez les patients ayant bénéficié d'une chirurgie aortique antérieure, il est important de déterminer la pathologie initiale pour laquelle l'opération a été réalisée. S'agit-il d'une maladie occlusive ou d'une pathologie anévrismale? L'artérosclérose aortique ulcérée qui embolise vers la circulation distale du membre inférieur est souvent associée à un souffle abdominal et un syndrome de l'orteil bleu douloureux. Alors, quand vous êtes en présence de patient présentant une pathologie vasculaire intéressant l'abdomen, une douleur soudaine bilatérale aux jambes, une sensation de froid, de paresthésie, une paralysie, sont causées par une occlusion aortique aiguë qui peut résulter d'une thrombose de l'anévrisme existant, de la progression de la maladie occlusive sévère, d'un embole provenant du cœur ou d'une dissection aortique. Alors, fort de ces éléments su considérer, l'inspection de l'abdomen peut nous renseigner, mais c'est la partie la plus limitée de l'examen de la aorte abdominale et de ses broches. Certainement, on peut, on peut visualiser une pulsation aortique en cas d'anévrisme abdominal. Et cet anévrisme pulsant contre la paroi abdominale antérieure. Mais généralement, la pulsation aortique normale n'est pas visible. À la palpation, évidemment. Les caractéristiques anatomiques liées à l'aorte et aux artères iliaques doivent être prises en compte. Évidemment, l'aorte se divise en artères iliaques communes au niveau de l'ombilique, à hauteur de L4. Il faut être en mesure, à la palpation profonde, d'apprécier le segment sous-rénal. Demandez au patient de plier les genoux tout en expirant lentement, ce qui va détendre la musculature abdominale et faciliter les examens. Alors, il faut se rappeler que, sauf si le patient est obèse, le pouls aortique doit être normalement palpable au-dessus de l'ombilique, surtout au niveau d'une paroi abdominale déjà détendue. Alors, toujours à la palpation, on doit pouvoir détecter un anévrisme expansif supérieur à 4 cm. L'aorte peut être tortueuse,
chez des patients âgés, faisant penser à tort à la présence d'un anévrisme de l'aorte. Donc, quand l'aorte est élargie jusqu'au niveau de l'appendice symphoïde et jusqu'au niveau des rebords costaux, il faut craindre un anévrisme aortique suprarénal, mais aussi thoraco-abdominal. Quand des signes de sensibilité sont présents, ils indiquent une rupture imminente ou le caractère inflammatoire d'un anévrisme. On peut occasionnellement palper un volumineux anévrisme de l'iliaque interne au toucher rectal. À l'auscultation, l'auscultation révèle généralement, fréquemment des souffles, une maladie occlusive ou anévrismale. La maladie occlusive aorto-iliaque provoque des souffles au milieu et au bas de l'abdomen, ainsi que dans la région fémorale. Les souffles secondaires à une sténose isolée de l'artère rénale sont faibles, localisés dans les cadrans abdominaux supérieurs, latéralement à la ligne médiane. La maladie occlusive de l'artère mésentérique peut être associée à des souffles épigastriques. Des souffles cervicaux et abdominaux pathologiques peuvent être présents chez des jeunes femmes atteintes de dysplasie fibromusculaire symptomatique affectant les artères carotides et rénales. Maintenant, regardons les membres inférieurs. Alors, l'évaluation de la circulation des jambes du membre inférieur général peut sembler accablante, premier d'abord en raison du grand nombre de diagnostics à évoquer. Alors, nous avons tenté de simplifier le processus, de l'organiser évidemment, en accordant une priorité initiale à la classification de la présentation temporelle en ischémie aiguë et ischémie chronique des membres inférieurs. La prise de décision clinique dans le contexte de l'ischémie repose sur l'état du membre, tandis que dans l'ischémie chronique des membres inférieurs, on peut se trouver en présence d'une subdivision en deux sous-catégories, la claudication et l'ischémie critique. L'ischémie aiguë des membres inférieurs se manifeste classiquement par les 5 P, absence de pouls, douleur, pâleur, paresthésie et poikilothérmie. L'ischémie chronique des membres peut être asymptomatique, mais peut se manifester aussi par la claudication intermittente, une claudication d'une douleur de la jambe qui survient à la marche en raison d'une mauvaise circulation sanguine vers un groupe musculaire situé en aval ou au-delà d'une sinus artérielle. Alors, ce symptôme survient à une distance de marche ou à un niveau d'effort et disparaît lors de l'arrêt de l'activité. Avec la modification des facteurs de risque et le respect d'un programme d'exercice, la claudication reste stable ou s'améliore chez 50% des patients. Seuls 25% nécessitent une intervention et moins de 5% vont évoluer vers une amputation du membre. L'ischémie critique est caractérisée par la douleur ischémique du repos et une perte tissulaire. Alors, on entend ici par perte tissulaire les ulcères chroniques, les ulcères ischémiques, les gangrènes. Alors, il s'agit d'une pathologie artérielle sévère affectant plusieurs niveaux au niveau du membre inférieur avec des risques élevés d'amputation. Cette douleur ischémique de repos est généralement décrite comme une douleur brûlante sur le dos du pied ou au niveau des orteils. Cette douleur est plus perceptible la nuit ou lorsque la jambe est surélevée. Alors, pour être soulagé, le patient développe cette
cette tendance à prendre le membre pour solliciter l'aide de la gravité afin d'améliorer la perfusion. Alors, le diagnostic différentiel de l'ischémie des membres inférieurs est vaste et comprend des affections neurogènes et neuromusculaires, squelettiques, comme la maladie discale lombaire, la sténose spinale, l'arthrose des articulations de la hanche et du genou. Alors, on peut aussi, en présence d'ischémie, évoquer comme diagnostic différentiel la neuropathie diabétique, les crampes nocturnes des jambes, le syndrome des jambes sans repos, les ulcères neuropathiques. L'inspection de la jambe peut nous renseigner sur l'insuffisance artérielle aiguë et chronique. Évidemment, l'inspection de l'insuffisance aiguë produira des changements nets de pâleur, de cyanose ou de marbre cutané, de faiblesse musculaire ou de paralysie. Dans les 24 heures d'ischémie, la jambe se gonfle, est volumineux, la peau peut se couvrir de crocs et le pied devient figé et rigide. Alors, il faut noter qu'à l'inspection, la claudication peut ne s'accompagner que d'une atrophie musculaire légère ou une perte de pilosité sur la jambe ou le pied. L'ischémie critique du membre inférieur est associée à une pâleur à l'élévation et une rougeur en position d'équilibre de l'avant-pied. Alors, en plus, on peut retrouver une altération de la peau, des orteils, des tissus de l'avant-pied et des ulcères pas vont apparaître. Les ulcères neuropathiques apparaissent généralement sur les points de pression du pied, sur la face plantaire des têtes métatarsiennes et peuvent survenir chez des patients ayant un examen des peaux du membre inférieur normal. La gangrène sèche se présente sous la forme se caractérise par la présence d'un écoulement purulent et d'odeur fétide et peut se développer à mesure que les plaies ischémiques progressent. La palpation, les poules peuvent être bon. Les poules sont normalement palpables à 4 endroits sur chaque membre inférieur. Le bout fémoral se palpe juste sous le ligament inguinal. Chez les patients obèses, la rotation externe de la hanche pour faciliter la palpation de l'artère. Le bout est plus difficile à palper. Cependant, on met le patient en décubitus et on doit coucher le bout des doigts des deux mains autour des tendons médiaux et latéraux du genou, appuyer fermement le bout des doigts dans la fosse propriété pour apprécier ce pouls situé légèrement en dehors de la ligne médiane. L'artère pédus dorsale est une gauche terminale de l'artère tibiale antérieure et se trouve au milieu du dos du pied entre le premier et le deuxième métatarsien. Évidemment, l'artère tibiale postérieure est palpable derrière la malléole médiale, tandis que l'artère fibulaire se termine à la cheville et n'est pas palpable à l'examen physique. L'évaluation des pouls est subjective. Une méthode simple pour ça décrire pour nombre diminué, absent et asymétrique par rapport au côté opposé. Il existe un système de gradation utilisé et pour décrire la force ou la normalité des pouls. 0 absent, 1 plus diminué, 2 plus normal, 3 plus proéminent, suggérant un anévrisme. L'examinateur doit être prudent et devrait hésiter à décrire un plus pouvant être confondu avec son propre pouls ou des contractions évidemment involontaires du pied avec le pouls du patient. Généralement, quand on est en difficulté, quand on ne peut pas palper de manière définitive un pouls, il faut faire appel au Doppler à onde continue pour nous venir en aide. Toujours à la palpation, la froideur de la peau et le niveau de démarcation de la température peuvent être détectés avec le dos de la main et des doigts
L'ischémie peut être également associée à une tension des muscles du mollet, en particulier du compartiment inférieur. L'ischémie aiguë peut causer des lésions des nerfs sensoriels détectables par un examen sensoriel à la piqûre d'épingle ou par un test de proprioception au niveau des orteils. Les souffles indiquent une atteinte locale de l'artère fémorale ou une atteinte artérielle plus proximale avec des souffles transmises à l'aine. En cas de doute sur la présence d'un souffle fémoral, vous faire marcher le patient de 20 à 30 à 50 pas au chevet du lit, qui augmentera le débit pour accentuer l'intensité du souffle. Alors, un souffle continu de va-et-vient est caractéristique d'une fistule artério-veineuse. Alors, en ce qui a trait au système veineux, nous allons procéder de la même manière qu'avec les artères. Nous allons considérer tout d'abord l'anamnèse et ensuite l'examen physique avec ses 4 composantes et les composantes additionnelles. Alors, la maladie artérielle d'origine athérosclérotique est un processus pathologique systémique qui affecte de multiples territoires vasculaires. Par contre, la maladie veineuse est généralement localisée. Une ou deux régions anatomiques, comme un membre. Au niveau des membres supérieurs, les affections veineuses les plus fréquentes touchent les membres supérieurs sont les thromboses veineuses superficielles et profondes. La thrombose veineuse superficielle peut résulter d'un trait intraveineux qui provoque des lésions endothéliales, une thrombose veineuse locale et une inflammation subséquente de la veine basilique, veine céphalique. Alors, cette affection plus rarement vers une thrombose veineuse profonde. La thrombose aiguë ou chronique des veines axillaires sous-cavières ou innominées est l'équivalent au membre supérieur de la thrombose veineuse profonde et représente une affection grave. Le clinicien doit rechercher des antécédents du cathéter veineux central, ou de cathéter central inséré par voie périphérique. Le motif de la consultation est dans la plupart des cas un gonflement du bras, une douleur sourde, diffuse, accompagne fréquemment ce gonflement et s'aggrave à l'usage ou en position d'équilibre du bras. Alors, il faut rechercher le syndrome de Paget-Schroeder, qui est synonyme de thrombose d'effort, et faire référence au développement d'une thrombose de la veine axillaire et ou sous-clavière dans un contexte d'exercice répétitif du membre supérieur. Il faut rechercher le syndrome de défilé thoraco-brachial, dans laquelle la veine sous-clavière est comprimée entre le muscle sous-clavier, la clavicule et la première clôture. Alors, il faut rechercher le gonflement chronique et du bras qui peut être associé à une obstruction lymphatique, dans le cas des interventions chirurgicales, comme un curage ganglionnaire, par exemple. Alors, le bras peut être augmenté de volume grâce à la présence d'une fistule réalisée sur le bras présentant une sténose. On doit rechercher d'ailleurs des œdèmes, des décolorations, des déformations, des fractures ou des circulations veineuses collatérales. Alors, de façon aiguë, le bras peut être bleuté ou cyanosé. Alors, bien que la thrombose veineuse sous-clavière entraîne rarement une phlegmatie ou une gangrène veineuse. À l'inspection, on peut rechercher une phlegmatie qui représente souvent une malignité qui est accompagnée d'une malignité sous-jacente. À la suite d'une thrombose veineuse du membre supérieur, le bras ne développe généralement pas la dermatite de stase veineuse qui accompagne le syndrome post-thrombotique de les membres inférieurs. Veine collatérale thoracique et de l'épaule, ainsi que l'œdème du bras associés sont souvent observés chez les patients
atteint d'insuffisance rénale terminale avec obstruction veineuse centrale, veine sous-clavière et innominée due à des cathéters de dialyse à demeure à long terme. À la palpation, le cordon palpable en sous-cutané correspond à une thrombose veineuse superficielle, une fluctuation ou un écoulement purulent au niveau du cordon peut faire penser à une thrombophlémite supérieure ou infectée. Les veines jugulaires internes et externes sont parfois palpables si elles sont enflammées ou thrombosées, tandis que les veines axillaires et supérieures ne sont pas palpables. L'œdème du bras doit être considéré comme prenant ou ne prenant pas le l'œdème. Alors, un thril palpable sur une zone du membre supérieur suggère la présence d'une fistule artério-veineuse. Normalement, les sons veineux ne sont pas audibles avec le stéthoscope. Alors, quand le patient présente une plaie et qu'il existe une augmentation de volume et un souffle, il faut penser à une fistule artério-veineuse. Alors, en ce qui a trait aux membres inférieurs, les affections veineuses des membres inférieurs sont généralement de nature thrombotique, c'est-à-dire une thrombose veineuse superficielle profonde. En fait, seuls 50% des patients qui l'ont suspecté initialement une thrombose veineuse profonde, d'après l'analyse et l'examen physique, présenteront une échographie duplex positive. Alors, certains cas de thrombophlébite profonde des membres inférieurs, en particulier surtout sur les veines du mollet, peuvent être silencieux ou presque asymptomatiques, se manifestant uniquement par un léger gonflement de la jambe. Dans de rares cas, le premier signe de thrombose veineuse des membres supérieurs est l'embolie pulmonaire. Et la thrombose veineuse profonde s'accompagne généralement au fil du temps de syndrome post-thrombotique. Alors, l'insuffisance veineuse chronique couvre un spectre de maladies veineuses allant des varices aux modifications avancées avec œdème de la jambe dermatique, stase et ulcération. Le reflux au sein du système veineux superficiel ou profond entraîne des modifications physiques dues à une hyperpression veineuse persistante de la jambe. L'obstruction veineuse profonde chronique joue un rôle pathologique chez de nombreux patients atteints d'insuffisance veineuse chronique avancée. Alors, l'examen physique est la méthode initiale d'évaluation de l'insuffisance veineuse chronique qui provoque des changements visibles à la surface de la jambe. Alors, à l'inspection, le gonflement peut être signalé, alors c'est-à-dire l'augmentation de volume. On peut observer dans les cas de thrombose veineuse profonde, aiguë, la phlegmatia alba dolens, la phlegmatia ceruleata dolens. La thrombose veineuse superficielle se manifeste souvent par une traînée érythémateuse localisée le long du trajet de la veine, généralement une tributaire ou la grande saphène. Une rupture de la peau avec érythème et induration évoque une cellulite. Une échymose localisée de la cuisse ou le mollet peut indiquer que la douleur de la jambe est causée par une contusion ou un hématome musculaire. Un édème de la jambe diffus non douloureux avec un aspect épais ou rouge est typique du lymphédème. Alors, l'inspection pour l'insuffisance veineuse chronique doit être réalisée avec les deux jambes exposées de l'aine jusqu'au niveau des pieds. Les observations importantes peuvent être identifiées en comparant le membre anormal par rapport au membre normal. Le patient doit se tenir sur une marche pendant que l'examinateur est assis sur une chaise. Un bon éclairage est important et la jambe entière doit être examinée pendant que le patient effectue une rotation de 360 degrés. Alors, on peut observer les varices au niveau des membres inférieurs, saculaires, dilatés et compressibles, sauf en cas de thrombose. Il existe un rare schéma congénital de varicosité est présent dans le syndrome de Klippel-Trenaunay, qui est une triade d'hémangiome capillaire, d'hypertrophie du membre et de varices. L'insuffisance veineuse ou l'obstruction veineuse profonde peut entraîner à la longue un syndrome
thrombotique. Il peut exister une lipodermatosclérose qui est une manifestation sévère de l'hypertension veineuse chronique avec le développement d'une graisse sous-cutanée épaissie et rétractée au niveau de la cheville. Les ulcères veineux peuvent être observés lors de l'inspection. Alors, un complément diff chronique du membre inférieur sans dermatite de stase peut être causé par une obstruction de la veine iliaque ou un lymphédème. Alors, il convient d'évoquer le syndrome de Meitner, qui est une compression de la veine iliaque commune gauche par l'artère iliaque commune droite. Les tumeurs malignes pelviennes peuvent comprimer le réseau veineux et entraîner une augmentation de volume. L'œdème, généralement bilatéral, est associé à une insuffisance cardiaque ou à un syndrome néphrotique. À la palpation, il faut palper au niveau, il faut palper à la recherche d'une sensibilité du mollet, dans le cas de thrombose veineuse profonde. Il faut rechercher le signe demande, dorsiflexion forcée du pied, avec évidemment cette dorsiflexion forcée du pied présente des limites, peut être également positif en cas d'élongation musculaire ou de trouble au sacré. Les défauts passent sur la face médiane du mollet. Ceci peut présenter des sites de veine perforante profonde et incompétente et des brins de saphène émergents du fascia superficiel. Alors, il faut rechercher aussi le signe de Stemmer, la capacité à pincer la peau au niveau des espaces interdigitaux caractéristiques du lymphédème. À l'auscultation, seuls les souffles de fissure artério-veineuse peuvent être présents. Le stéthoscope ne fournit pas beaucoup d'informations sur le flux veineux superficiel ou profond. Donc, en revanche, il faut faire appel à un Doppler à onde continue. En conclusion, l'examen physique reste la pierre angulaire du diagnostic vasculaire. Le caractère diffus de l'athérosclérose pose un examen complet, quelle que soit la plainte du patient. L'approche méthodique par territoire et par temps révèle des atteintes silencieuses. Les examens complémentaires, comme le Doppler, l'IPS, l'échographie duplex et l'imagerie par résonance magnétique, le scanner confirme le diagnostic. La détection précoce améliore le pronostic et guide la revascularisation. C'est à ce niveau que je vais m'arrêter. Je vous présente mes références et